deuxième mille, c'est la suite euh, de premier mille. On peut dire même que c'est la même chose, hein, c'est une sorte de continuité. Euh, c'est effectivement un long poème qui se déroule. Il y a eu les 1000 premiers segments dans premier mille, et là, c'est les 1000 suivants. Le fait est que plus ça avance, plus cette entité, elle est en fait pesante, lourde. Au début, quand j'ai commencé deuxième mille, je me suis dit, je vais essayer d'effectuer une rupture brutale entre premier et deuxième. Je vais amorcer des changements, et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Donc j'ai commencé par, et puis j'ai arrêté et j'ai effacé, parce que je me suis rendu compte que cette entité, elle pouvait pas évoluer brutalement. Elle a une force d'inertie, Mhm. et donc elle évolue. Par contre, lentement. Par contre, j'ai entériné certaines choses au début de deuxième mille, c'est-à-dire qu'il y a un grand changement, enfin un grand changement, il n'est pas visible comme ça. Il y a un changement pour moi assez radical entre le premier et le deuxième mille, c'est qu'à partir du moment où on admet l'idée que c'est un seul poème, j'ai supprimé en fait au poème 1001, j'ai supprimé les capitales en début de vers. Et de la même façon, j'ai supprimé les points à la fin de chaque poème pour avoir vraiment cette idée de continuité. Voilà. Une chose qui est vraiment différente, c'est aussi que dans ce deuxième mille, euh, d'abord, il y a des périodes de doute beaucoup plus intenses. C'est-à-dire, j'ai mis 4 ans, je crois, à écrire premier mille, j'en ai mis 7 à écrire deuxième mille, avec des périodes d'arrêt complet, de doute, et puis des périodes même parfois un peu plus frénétiques. Euh, ce qui est très différent, en fait, la logique et la structure, le rythme est différent. Et en fait, dans ce deuxième mille, il y a beaucoup de séries. Il y a des séries plus ou moins longues, même assez longues, de plus en plus longues et de plus en plus nombreuses. Voilà. Et donc, ce qui donne une sorte d'ossature ou de structure interne un peu différente. Et qui donne aussi alors, ce qu'on pourrait appeler un recueil, mais en même temps, il n'y a pas le terme de poème ou de poésie qui viendrait désigner le genre du livre sur la page de présentation du livre. Hein. Il y a juste écrit deuxième mille, il n'y a pas écrit quoi que ce soit. Ça donne aussi, d'une certaine manière, et ça m'y a refait penser quand tu parlais de la force d'inertie presque de ce volume. Euh, c'est un organisme presque. C'est comme si quelque chose de vivant était aussi à l'œuvre, euh, qui fait qu'on dépasse le seul ou le strict genre, disons, de la poésie. Comme si c'était une forme en soi, ce mille. Oui, alors j'aime bien l'idée que ça soit une entité organique. C'est organique parce que le verbe, pour moi, c'est avant tout quelque chose d'organique, Mhm. et directement et intimement lié au corps et à la chair. On n'écrit pas avec sa tête, on écrit vraiment avec l'ensemble de son corps, on écrit avec son ventre, on écrit avec ses muscles, avec son sang. Et donc, voilà, la matière première de ce travail, c'est vraiment les mots, le verbe, et le verbe, c'est la chair. Mhm. Voilà. Donc, c'est très organique. Et ensuite, quant à la forme, en fait, c'est une sorte. Moi, j'ai pas de certitude et je ne sais pas ce qu'est la poésie. C'est un travail de recherche. Je cherche quelque chose. Ce que je cherche, je ne sais pas, évidemment, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, on va dire que c'est de la poésie. La poésie n'a pas une forme définie. Elle peut recouvrir des tas de formes, en sachant que la notion de forme est très importante. La Ouais, on notion va y revenir. de contrainte en poésie est très importante. Mais
en fait, si on prend Premier Mille pouvait se lire pratiquement, et pas mal de lecteurs me l'ont dit, pouvait se lire comme un journal. Voilà. Et c'est moins le cas, à mon avis, dans Deuxième Mille, ou alors c'est un journal qui devient en fait centré sur une thématique. Euh, dans Premier Mille, on suivait un personnage qui était obsédé par des choses, par rapport au père, par rapport au vide, par rapport. Alors que Deuxième Mille, il y a un thème vraiment dominant, c'est l'écriture. En fait, c'est aussi euh, le journal de simplement quelqu'un qui écrit et qui s'interroge sur ce qu'est l'écriture. En fait, je garde quand même l'idée de journal parce que, en fait, j'ai toujours été infoutu, incapable de tenir un journal. Je ne sais pas faire ça. Et en fait, ce travail, c'est la seule façon que j'ai trouvée, avec beaucoup de contraintes, hein, avec toutes les contraintes formelles que ça suppose, que j'ai trouvé finalement pour accompagner une sorte de réflexion sur le long terme, à la fois sur ce que je suis en train d'écrire, sur ce que je lis, sur ce que je peux vivre. Voilà. Et donc, c'est la seule façon, mais c'est une des choses, hein, je veux dire, Mmh. ce travail, c'est à mon avis aussi d'autres choses, mais c'est aussi ça. Mmh. Et justement, puisque tu parles de ce qui advient aussi et de ce qui t'advient, on peut peut-être dire, puisqu'on est dans les questions un peu larges sur la forme de ce livre avant d'entrer dans ce qu'il peut énoncer, donc dire tout de suite qu'il est dédié à ton éditeur, à celui qui fut ton éditeur et qui est quelque part toujours un peu ton éditeur, bien sûr, même si le nouvel éditeur est présent aussi à la fin. Donc, Paul Otchalowski-Lawrence, et qui est présent aussi dans trois poèmes, euh, Les apparitions. C'était important que il y ait aussi ce geste de dédicace et de reconnaissance, peut-être. Alors effectivement, le livre est dédié à Paul Oczakowski-Lawrence pour plusieurs raisons. D'abord, une raison qui est directement liée à ce travail-là en particulier, euh, à Premier Mille en fait, puisque c'est un contexte un peu particulier, c'est que en fait, Paul avait accepté de publier Premier Mille sur la base des 300 premiers poèmes. Et ça m'avait terriblement ému à l'époque, c'est-à-dire j'avais interprété ça comme un signe, un gage de confiance absolument énorme. Et il m'avait dit on va publier alors qu'il avait eu un tiers du manuscrit en quelque sorte. Donc c'était important pour moi de lui dédier ce deuxième mille, d'autant que c'est le premier livre qu'il n'aura pas lu et qui aura été accepté par Frédéric Boyer. Et c'est aussi pour ça que je remercie Frédéric Boyer pour sa confiance dans ce volume, parce que, euh, évidemment, pour publier ce genre de choses, hein, un livre, enfin, un recueil de poèmes de 500 pages, euh, il y a peu d'éditeurs qui sont aujourd'hui à même de prendre ce genre de relever ce genre de défi ou de prendre ce genre de risque si tant est qu'il y a un risque. Voilà, donc ça paraissait important. Et puis Paul aussi, parce que effectivement, s'il n'y avait pas eu Paul, moi je ne serais pas là aujourd'hui. Enfin, je veux dire, en tout cas en tant qu'écrivain. Je ne sais pas en tout cas, mais deuxième mille, en fait, ça fait 10 ans en fait. Je suis rentré chez POL il y a 10 ans, en 2010. Deuxième mille paraît en 2020.
c'est le 7e livre que je publie chez POL et ça doit faire, si on compte les petits textes que j'ai publiés à côté, c'est mon 10e livre en 10 ans. Mais ça n'aurait pas été possible si Paul ne m'avait pas ouvert sa maison en 2010. Oui, évidemment. Et on sait l'attachement qui était le tien. Enfin, on a publié un très beau texte de toi d'ailleurs dans Diacritique en hommage à Paul Czachowski-Lawrence. Alors, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y a des ruptures. Alors, il y a celles que la vie impose et on vient de parler d'une de ces ruptures. Et puis, il y a aussi tous ces gestes de transmission dans le livre. Alors, le passage peut-être de Paul Czachowski-Lawrence à Frédéric Boyer en est une, pardon. Mais il y a aussi cette transmission ou cette rupture ou ce passage qui fait que peut-être l'écriture est moins liée à ce que tu écris et travailles par ailleurs, mais c'est assez présent au début, c'est-à-dire qu'on a des références à la malédiction de Barcelone, à tes premiers romans, mais plutôt au début du volume, comme s'il s'agissait effectivement dans ce seuil du volume de passer du premier au deuxième mille, comme si c'était là en temps à la fois évidemment que transition, mais transmission véritablement, peut-être. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. En fait, ce qui se passe, c'est que le travail accompagne une transformation ou en tout cas une évolution à la fois du personnage, enfin en tout cas de celui qui écrit et de ce qu'il écrit. Et donc ça en témoigne. Le fait est que à un moment de deuxième mille, je dois être en train d'écrire La malédiction de Barcelone. Et en fait, il y a une volonté petit à petit qui n'est pas abouti encore avec la malédiction, puisque dans la malédiction, il y a encore une fois comment dire, la figure du père qui revient, mais il y a en fait une volonté petit à petit de se détacher en fait on pourrait dire du roman des origines pour essayer d'explorer parce qu'en gros on a fait le tour, il y a eu suffisamment j'ai écrit 3, 4 romans là-dessus et l'idée c'est petit à petit de passer à autre chose et donc forcément deuxième mille témoigne aussi de cette plutôt passage, je dirais, de cette transformation. J'aime bien l'idée de transformation, d'autant que dans Deuxième Mille, on retrouve de manière récurrente des références directes au livre des transformations, c'est-à-dire au Yiking. C'est-à-dire cette idée. Et donc, la transformation, c'est comme je disais tout à l'heure par rapport à la forme du poème, par rapport à la forme des poèmes, la transformation, elle est, en l'espèce, elle est lente. Hein, elle ne se fait pas de manière brutale. C'est quelque chose, voilà. C'est vrai à la fois pour ce que je suis, je crois, quand j'écris. Il n'y a pas de transition brutale, il faut aller au bout de quelque chose. Et voilà, ça, c'est une sorte de. Le temps, je ne sais pas si c'est le temps des mots, en tout cas, est un temps beaucoup plus lent. Oui, mais c'est aussi pour ça que je parlais d'organisme tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai un peu cette impression que c'est une matière qui à la fois se métamorphose sous la forme de strates, comme on pourrait parler de ce type de transformation pour un sol. Enfin, et puis, c'est la matière organique, enfin celle qui est la nôtre en tant qu'humain, euh, qui bouge, qui évolue, qui va vers une forme de maturité aussi, peut-être, euh, et qui fait entrer dans son histoire aussi toute une histoire de la poésie, parce qu'il il y a des inspirations très fortes dans ce livre de l'Antiquité. Alors, Homère, par exemple, pour en citer qu'un, à aujourd'hui, avec Roubaud, Jacotet, Dominique Kellen, il y a énormément d'auteurs qui sont là, mais aussi comme matière et presque comme chair, Mallarmé. À Mallarmé.
Oui. Alors, il y a plein de choses à dire sur l'idée de matière et sur la matière des mots, avec des choses qui peuvent paraître paradoxales. Mhm. Quand tu dis matière des mots, la première chose à laquelle je pense, c'est quelqu'un à qui je ne fais pas référence dans Deuxième Mille, et pourtant c'est un de mes poètes préférés, c'est Christophe Tarkos. Oui. Euh, et ça permet peut-être d'expliquer cette matière que moi je pressens ou que je ressens. Christophe Tarkos, lui, parle de ce qu'il appelle la pâte mot. Hein. Donc une sorte de langage, de pâte dans laquelle on est un peu englué avec laquelle il faut apprendre à jouer pour essayer de s'en affranchir. C'est un Mhm. peu tout le travail qu'il a fait. Là, on est confronté, j'ai le sentiment, hein, quelque chose de différent. La matière des mots, j'ai souvent l'impression aussi qu'elle se confond ou qu'elle rejoint un peu la matière du vide, Mhm. tu vois. Mhm. Je fais beaucoup de parallèles, comme si j'étais rempli, comme si le fait d'être rempli de mots, ou plus exactement, puisque j'emploie toujours la métaphore de l'hexagramme du puits, Oui. c'est-à-dire un puits, c'est une sorte de puits sans fond. Je suis pas rempli par les mots, je suis traversé par des mots. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de champ traversant. Et donc, les mots me traversent, et donc me donnent l'illusion de me remplir. Mais en fait, j'ai le sentiment qu'ils viennent remplacer un manque, un manque de matière, de chair, un manque de cœur, voilà, il manque quelque chose. Et donc les mots, mais de manière assez, à mon avis, difficile, enfin en tout cas presque impossible, essaient de pallier ce manque et me traverse. Voilà. Donc c'est cette matière-là. Ah, de la même façon, en fait, c'est un peu comme la musique, c'est-à-dire quand j'écoute de la musique, il y a pas mal de poèmes là-dessus, notamment, c'est une période où j'écoutais beaucoup Chopin. Chopin, quand je l'écoute, ça me soulève la peau, tu vois, ça me soulève la peau, ça me provoque des sortes de frissons. Mais ça met en exergue le vide à l'intérieur d'une certaine façon, une sorte de vide un peu abyssal dans lequel on se trouve plongé. Et donc les mots, ça provoque un peu la même chose. Et donc je suis traversé par des mots, et je suis traversé évidemment par les mots des autres poètes. Parce que on peut pas écrire on peut pas écrire hors sol, si tu veux. Quand on écrit, on est forcément accompagné par d'autres, d'autres qui nous ont précédés. Tu citais Homère, mais ça peut être aussi des vivants, tu vois. Ça peut être effectivement Dominique Kellen, ça peut être des poètes américains, ça peut être Rachel Bloch-Duplessis notamment, dont le travail qui n'est pas très connu encore aujourd'hui en France, qui a fait un travail absolument extraordinaire, qui s'appelle, en français, je crois que c'est Brouillon, qui était paru chez Corti. Euh, et donc, voilà, c'est enfin, je trouve moins intéressant, puisque l'idée, c'est aussi de s'interroger sur l'écriture, c'est de convoquer à chaque fois euh, des, la langue, les mots d'autres pour essayer d'avancer et d'essayer de comprendre ce qui va faire poésie, ce qui va permettre sur un chemin qui est un chemin tout à fait, tu vois, personnel, d'avancer, mais en s'inscrivant dans les pas d'Ulysse, en s'inscrivant dans les pas des poètes du XVIe siècle. Je pense notamment au sonnet du 16e qui avait regroupé Jacques Roubaud dans un magnifique recueil qui s'appelait Soleil du Soleil. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Ça peut être Emily Dickinson. Dans ce recueil, j'ai beaucoup travaillé sur les poèmes d'Emily Dickinson. Petite parenthèse d'ailleurs, on évoquait tout à l'heure Paul Tchaikovsky-Laurence.
j'ai écrit le jour de sa mort, donc le jour où Paul où j'ai appris la mort de Paul. Donc j'ai écrit, c'était la seule chose que j'étais en capacité de faire, tellement j'avais été choqué sur l'instant, c'est d'écrire ce court poème. Le jour où j'ai appris votre mort, le 4 janvier 2018, j'ai incrusté votre visage sur mon fond d'écran, si bien que je conserve pour un temps l'illusion de votre regard bleu traversant le corset des mots. Cela me donne le courage encore d'outrepasser la fatidique côte Dickinson, malgré un vide inconnu qui me laisse sans voix. Euh, alors oui, je voulais à ce propos, je pensais à Dickinson parce que je fais référence plusieurs fois dans le livre à cette fameuse cote Dickinson. Ce que j'appelle la cote Dickinson, en fait, c'est comme j'étais en train d'écrire ce deuxième mille, en fait, si on en croit l'édition Flammarion des poésies complètes d'Emily Dickinson, elle aurait écrit, puisque tous les poèmes sont numérotés dans cette édition, 1789 poèmes. Donc en fait, à un moment, quand j'étais vers les 1500, 1600 et que je travaillais beaucoup à partir de son travail, j'avais cette sorte de cote là, me disant, il faut que je dépasse les 1789. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, du fait qu'il y a une avancée personnelle et qu'il y a une avancée qui passe aussi par les mots des autres, il y a ces deux épigraphes au volume. Une, donc, Robert Creeley, cette vie ne peut être vécue coupée de ce qu'elle a à pardonner, qui renvoie à tout ce que tu disais aussi d'une forme de vide intérieur et de tout ce que tes romans, eux aussi, Le évidemment, roman des origines, oui. voilà, déploient. Et puis, il y a Rachel Blaud-Duplessis, que tu évoquais, donc Brouillon 6, travailler à comprendre même tant bien que mal, par regroupement et par réécriture d'étranges fragments dans le rapide, bref, court des jours. Donc, avec cette idée aussi de ce que la poésie, parce qu'elle est corsée, et il y a ce terme qui est employé dans le poème que tu viens de lire et qu'on retrouve dans nombre de textes. Dès le 1001, tu tournes dans ton corset. Tu parles aussi de la coque du poème plusieurs fois. Oui. Donc, cette structure qui donne une forme de cadre et qui permet de regrouper, de réécrire, donc des fragments, etc. C'est-à-dire qu'il y a comme une forme d'énoncer de ce qu'est une vie dans ces épigraphes et de ce qu'est aussi la structure d'un recueil poétique. Est-ce que tu serais d'accord avec ça comme tu parlais d'objectifs que tu te donnais, c'est un peu comme l'énoncé ici d'une poétique ou d'une manière d'écrire qui est une manière de vivre, mais l'un est sans doute inséparable de l'autre. En fait, quand je lisais Rachel Blaud-Duplessis, donc ce recueil qui s'appelle Brouillon, euh, je suis tombé sur ce passage que j'ai mis en exergue et franchement, j'aurais pas pu donner une meilleure définition de ce que j'essayais de faire. Ouais. Hein, je vais la relire, cette citation. Travailler à comprendre, même tant bien que mal, par regroupement et par réécriture d'étranges fragments dans le rapide, bref, cours des jours. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un travail qui se fait de manière fragmentée, fragmentaire, voilà. Et puis, on essaie de fixer quelque chose. Le temps est important, le rapide, bref, cours des jours. On sait bien qu'on est en train de vivre, on vit une époque où on est projeté sans arrêt vers l'avant. Il faut aller toujours plus vite, toujours plus vite. Et le temps du poème, le temps de l'écriture, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Et on vient comme ça briser, fragmenter le temps en essayant de s'inscrire petit bout par petit bout dans une durée, avec l'idée de réécrire, bien sûr, parce que écrire, c'est toujours
falsifier le réel, c'est toujours le réécrire, c'est toujours lui donner une forme. En tout cas, moi, je suis persuadé que l'existence, la vie n'a pas de forme. C'est une sorte de brouillon, comme dirait Rachel Blau-Duplessis. Tu vois, et donc l'écriture, c'est dans la vie, ça permet de donner une forme. Et puisque tu parlais de forme, il y a effectivement, euh, en ce qui me concerne, un élément très important, un mot et aussi un concept très important qui apparaît déjà dans le premier mille, c'est l'idée du corset. C'est-à-dire que la langue poétique, plus qu'une autre, est une langue qui est corsetée. Elle a toujours été corsetée. Elle était corsetée, si on parlait des sonnets tout à l'heure, elle est corsetée par la métrique, elle est corsetée par les alexandrins, elle est astreinte à la rime, etc. etc. Dès le départ, on essaie de, par la contrainte, de faire naître en fait une voix différente. En fait, j'ai toujours le sentiment quand j'écris, même les romans c'est une autre forme de contrainte, mais sur la poésie qui est vraiment très axée sur le langage, à force de contraintes, on arrive à émettre une voix qui n'est pas la voix commune, la voix qu'on peut avoir dans la vraie vie. C'est pas intéressant. Cette voix-là n'est pas intéressante. Elle n'est pas appelée à durer, cette voix. Cette voix, elle est fugace, elle disparaît, elle dit beaucoup de choses sans intérêt. Et quand tu écris, tu essaies de, comme dit Rachel Blau-Duplessis, tu fixes un peu et tu réécris les choses. Voilà. Et donc, j'essaie de glisser dans le corset et on le voit bien quand on feuillette les pages, on voit bien qu'il y a les vers, donc sont des vers qui ont à peu près la même longueur, non pas en termes de métrique, de nombre de pieds, mais bien au niveau visuel. Et encore, c'est pas au caractère et à l'espace près. Donc on a vraiment le sentiment que les mots sont glissés dans un corset, on sent les vertèbres. Et puis, c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup d'enjambements en fait dans ces vers. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait vers dès lors qu'on renonce à la métrique classique, dès lors qu'on renonce aux assonances et surtout aux rimes. Voilà. Mais pas du tout à ce qui fait la matière de la poésie, c'est-à-dire des champs sémantiques que je vais explorer, qui ne sont pas les miens, qui me traversent, qui sont ceux d'Homère, qui sont ceux, comme je disais tout à l'heure, des poètes du XVIe, qui sont ceux d'Emily Dickinson, qui peuvent être ceux ça peut paraître surprenant de Sackville-West, Vita Sackville-West, pas la romancière, enfin, mais la botaniste, puisqu'elle était aussi botaniste et que j'ai écrit beaucoup de poèmes à partir du journal, ce qu'elle a écrit qui s'appelle le Journal de mon jardin. Voilà. Et en fait, voilà, on peut essayer de faire miel de toutes choses. En tout cas, j'essayais de ne pas m'imposer de limites, simplement des choses qui font écho en moi. Oui. Et parmi toutes ces influences, pour moi, il y en a une qui est très frappante, mais après, c'est peut-être un effet de lecture. On parlait de corset, on parlait de cette forme de la contrainte, mais qui permet de trouver une immense liberté aussi, enfin, je crois. Euh, il y a les objectivistes américains, peut-être, qui sont là, au sens où il ne faudrait pas que celles et ceux qui écouteront cet entretien imaginent une poésie extraordinairement savante ou il y a une forme de, je ne sais pas comment le dire, parce que chaque mot pourrait sembler un jugement de valeur et il n'y en a aucun dans tout ce que je suis en train de dire, mais il y a une forme de, presque de simplicité, en tout cas de lecture immédiate, organique justement, charnelle, qui est possible de tes textes et qui me fait vraiment penser à ce que moi je lis chez les objectivistes américains, c'est-à-dire un brio ou une structure extrêmement savante, mais qui ne va pas jusqu'à se démontrer par la forme. La forme s'offre. Puis, je suis très heureux que tu me parles des objectivistes,
parce que je pense qu'il n'y est pas fait référence directement à aucun moment Mmh. dans le livre, alors que pour moi c'est une influence peut-être, en tout cas c'est une rencontre majeure, Mmh. que ce soit Charles Reznikov ou actuellement là je suis en plein bonheur puisque je suis en train de lire A de Zhukovsky, que les éditions Nous ont eu la bonne idée de publier en français pour la première fois. Alors, dans ce que tu dis, ce qui me fait plaisir vraiment, c'est que tu dis qu'il y a quelque chose de très simple, c'est-à-dire c'est une poésie, enfin mon travail, c'est quelque chose qui peut se lire de manière assez simple. Et ça, si c'est vrai, j'en suis très heureux. Je pense que j'utilise en règle générale des mots simples, Mmh. des mots assez il y a un vocabulaire plutôt, voilà, mais il y a quelque chose de savant. Évidemment, la poésie, c'est un genre savant. On peut pas contourner ce fait. Si on prend Charles Reznikov, quand on lit Testimony, effectivement, on, quand tu fais lire Testimony à des gens les gens vont te dire, la première réaction, c'est pas de la poésie, puisque il a repris en fait des comptes rendus de cours de justice, et puis il les a versifiés, voilà, il les a retravaillés, et puis à un moment ça fait poésie. Pourquoi ça fait poésie? Voilà. Sous la simplicité apparente, parce que évidemment, il y a quelque chose quand même, évidemment, bien sûr, dans ton recueil de très savant et qui passe par aussi une forme de sérialité, enfin, toutes ces séries ou toutes les références, quand on les maîtrise, et pour certaines, c'est mon cas, pour d'autres, je pense que je passe à côté, bien sûr, mais on entend aussi toutes ces strates d'histoire de la poésie qui peuvent être là par un mot ou parfois par une manière de faire un enjambement, justement. Euh, mais il y a quand même cet accès, oui, presque, puis même une recherche de cette objectivité dans le rapport apparent, chose au monde, qui passe pas par le pathos, qui passe pas par le lyrisme. Ouais. Alors, je suis pas sûr quand je travaille d'avoir une recherche, en tout cas d'objectivité, au sens où on l'entendait les objectivistes, c'est-à-dire en gros, pour simplifier, c'est le refus de la métaphore. Ouais. Et puis d'ailleurs, quand on lit les objectivistes, celui qui a vraiment rempli ce contrat-là, c'est Reznikov, que ce soit à travers Testimony ou à travers Holocauste, par exemple, où là, il y a quelque chose, une approche très frontale de la réalité. Mais dès lors qu'on va lire George Open ou qu'on va lire Zhukovsky, on se Ouais. rend compte que déjà, on est assez loin de l'objectivisme tel qu'on pouvait l'imaginer. Là, je suis au début de A, par exemple, où on voit que c'est une sorte de collage où se mêlent des réminiscences ou des références à Jean-Sébastien Bach, et puis la société américaine qu'elle est en train de se découper et d'évoluer. En fait, ce qui m'anime quand j'écris, c'est plutôt non pas d'être objectif, mais plutôt d'arriver à une forme de transparence, Mm. à une forme de, pas de légèreté, mais oui, voilà, qui rejoint un peu cette idée de vide intérieur. Tout à l'heure, on évoquait la phrase de Rachel Blau-Duplessis, et en fait, j'ai repris un des poèmes en quatrième de couve de deuxième mille qui décrit assez bien ça, et qui est aussi une référence plus ou moins cachée à Christophe Sarkos, où je vais la lire, je dis: au flot des mots à la patte, ça c'est Tarkos, tu opposes le flux des poèmes, leur transparence, simplicité vide de la pensée et de la forme. Voilà, c'est ça que je cherche quand j'écris, c'est quelque chose de simple, de presque vide au niveau de la pensée et au niveau de la forme, pâleur de la colère, répétition, parce qu'il y a un côté réitératif, tout cela comme inscrit là en creux, toujours cette idée de creux, presque noyé dans le bref cours des jours. Et le bref cours des jours nous renvoie évidemment à la citation de Rachel Blau-Duplessis. Voilà. Donc l'idée, c'est plutôt
d'arriver à une forme de légèreté. Et donc, ce qui fait que ça doit donner, j'espère en tout cas, euh, quelque chose. Les poèmes peuvent apparaître simples, peut-être simplistes par moments. Quand on les lit comme ça, et si on passe sur le fait qu'il y a des vers et des ça se lit presque comme de la prose par moment. Voilà. Mais je pense que ça, comment dire, ça me ressemble. Je pense que tout simplement, ça cherche pas à être ceci ou cela. Ça ressemble vraiment à ce que je suis. Donc, à la fois, c'est peut-être assez savant et ça fait, il y a des références nombreuses, mais les références, elles sont toujours, et ça me paraissait important, et c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de concevoir un index avec des repères et des choses comme ça, c'est que le lecteur puisse toujours, comment dire, savoir à quoi il est fait référence. Euh, Parce que des fois on le sait, des fois on ne le sait pas, et puis c'est peut être bien de le savoir. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis un lecteur assez malheureux des cantos de Ezra Pound. Alors, Ezra Pound, il y a une magnifique édition, c'est toujours le même, c'est Yves Dimano qui a publié ça chez Flammarion. Seulement, tu vois, pour quelqu'un comme moi j'ai renoncé à lire les cantos. Pourquoi? Parce que les cantos, il faudrait avoir un appareil critique. Mmh. Tu vois, quand tu lis le début, alors le début des cantos, ça tombe bien, ça fait référence, en plus, moi j'y fais référence dans Deuxième Île, c'est un truc que je connais, c'est le 11e chant de l'Odyssée, celui où Homère aborde au pays des morts, où il va retrouver le fantôme de sa mère. Voilà. Donc il travaille là-dessus, et donc en avançant, il y a des choses que je saisis, mais moi, j'ai pas la culture, tu vois, qui me permet. Et d'autant que si tu prends cette édition des cantos, c'est que par moment, Ezra Pound, il décide d'écrire des passages entiers en italien. Et l'éditeur choisit de ne pas traduire, Mmh. tu vois. Mmh. Pareil, il y a des choses aussi avec des idéogrammes chinois. Et donc, alors, il y a un bouquin qui existe, hein, j'ai oublié, c'est Minière qui a fait un très bon bouquin chez Gallimard, où il s'intéresse à l'utilisation des idéogrammes chinois chez Pound. Et voilà, on se dit à quand un livre qui permettra à un lecteur comme moi qui n'a pas le bagage nécessaire, si tu veux, de lire d'un bout à l'autre ce travail, quoi. Mais justement, ça va totalement avec ce qu'on disait d'une forme de simplicité apparente. La culture ici, enfin, ou l'histoire de la poésie, disons, ou même beaucoup plus généralement l'histoire de la littérature, elle est, euh, elle est immédiate, elle est charnelle et elle est en prime offerte. C'est-à-dire que ce que je trouve assez fou, c'est qu'il y a à la fois l'aspect d'une lecture linéaire qui est évidemment tout à fait possible, c'est-à-dire passer du premier poème au millième, mais il y a aussi une lecture possible par réseau ou par chemin euh, qui sont suggérés à la fois par l'index ou par les différents regroupements possibles, avec les thèmes mineurs, les apparitions, les thèmes majeurs. Enfin, on peut décider de lire tous les textes du côté de la colère ou du côté de l'imposture ou du côté du renoncement ou du vide. Et donc, il y a une pluralité dans cette simplicité et un foisonnement de lectures possibles très important et qui a été pensé puisque ces index et ces regroupements ou recoupements possibles, euh, ce sont les tiens, même si bien sûr on peut aussi faire d'autres types de lectures. En fait, l'idée, si tu veux, c'est on se pose forcément la question, et soi-même en tant que lecteur, si tu veux, moi j'adore les gros pavés, en poésie notamment, et comment on les lit généralement, on ne va pas prendre le bouquin et le lire du début à la fin, on pioche dedans, tu vois. Et donc, c'est en pensant à ça que je me suis dit, dès le premier mille,
je vais travailler un index, comme ça va faciliter, ça va accompagner, ça va aider le lecteur à piocher. Voilà, et alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est surtout que le fait de travailler un index et de donner des repères, c'est aussi une façon, a posteriori, d'essayer de mettre en évidence des lignes, euh, comment dire, des constructions internes, tu vois, des lignes de force. Mmh. Parce que les thématiques, forcément, il y en a beaucoup, mais on n'en garde que certaines. L'idée, c'est de garder des thématiques qui font sens et qui créent une structure à l'intérieur du gros machin. Donc voilà. Donc c'était ça la difficulté. Et donc, après, il y a mille façons de le faire. Les lecteurs aussi peuvent trouver leur façon d'avancer. Euh, c'est voilà, c'est ce côté, c'est un bouquin comme ça, il fait 500 pages. Si on aime ça, on le pose à côté de son lit ou sur voilà, et puis on peut aller piocher dedans quand on en a envie. Mais la poésie, ça se prête à ce genre d'exercice, à ce genre de discipline, si tu veux. On peut y revenir. Souvent, un poème, on a besoin d'y revenir parfois plusieurs fois. Il va commencer à rentrer en nous, il va commencer à faire sens. Parce que ça aussi, c'est une chose dont il faut peut-être parler, c'est l'idée du sens. C'est-à-dire que ces poèmes, pour moi, ils font sens. Et entre nous, j'ai mis 7 ans à l'écrire. Et donc, il y a un moment que j'ai terminé, un moment que je suis dans le troisième mille. Et il y a des poèmes, quand j'ai retravaillé sur l'index, je ne savais plus moi-même ce que j'avais voulu dire forcément à ce moment-là. Et le poème me renvoie peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais c'est aussi le propre de la poésie, c'est que ça te parle, il y a un sens qui se fait pour toi, lecteur, et qui t'est absolument personnel. Tu vois, c'est pour ça que la poésie, alors on pourrait s'interroger sur est-ce que est-ce que c'est utile ou pas utile. Visiblement, on a eu la réponse ces derniers temps. On n'est pas essentiel. On a bien vu qu'on n'était pas essentiel. Et il y a d'ailleurs un thème qui revient dans Deuxième Île, c'est le thème de l'idiot. Mmh. Moi, j'ai le sentiment de plus en plus que celui qui écrit de la poésie, mais même celui qui écrit en général, c'est un peu la figure de l'idiot. Il faut être un peu un idiot pour écrire aujourd'hui, si tu veux, de la poésie, et il faut être quelques idiots aussi pour la lire. Tu vois, on échappe à la marchandise, on échappe au commerce, mais la question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'on peut imaginer une société, une culte, enfin, tu vois, Mmh. sans poésie. Je ne sais pas, tu vois. Sans dire, est-ce que cette époque marquera la fin de, je ne sais pas. J'espère que non. Mmh. Tu vois, on découvre toujours les poètes quand ils sont morts en général. Faut attendre d'être mort pour commencer à. Voilà. Donc l'idée, c'est, ben, comme un idiot, on essaie on essaie quand même de faire quelque chose. Mmh. Et pour moi, je reviens à cet index parce qu'il est quand même assez frappant. Pour moi, c'était aussi une manière de mettre le lecteur dans la position finalement du poète, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de le mettre entre liberté et contrainte. C'est-à-dire que il est libre de ne pas suivre, mais il sait aussi quel type de lecture pourrait être attendu de lui en allant repérer des séries, en allant voir des références ou en voilà donc mettre le lecteur entre liberté et contrainte lui aussi. Je reviens sur ce que je disais initialement Mm. sur l'index, c'est plutôt un outil pour aider le lecteur, Ouais, pour ouais. lui donner des clés éventuellement s'il en a besoin, pas Mm. nécessairement. Mais on est quand même dans une idée de liberté totale, si tu veux. Ce genre d'ouvrage, à la différence d'un roman, le roman, là, tu as une vraie. T'as une vraie contrainte, c'est-à-dire tu commences et au début tu vas à la fin.
Bon, il y a quelques exemples dans l'histoire, des fois, de choses qui peuvent se faire à rebours ou dans les deux sens. Je pense à un roman israélien comme ça, qui peut se lire dans les deux sens, et les deux sens se rejoignent au milieu du livre. Mais la poésie, il y a une totale. Alors, quand on a un petit recueil entre les mains, mais quand on a un pavé comme ça, ben voilà, on va faire son marché, si je puis dire. On va piocher, et moi je tiens beaucoup. Enfin, c'est la liberté qui, en l'espèce, est importante. L'index, il est là uniquement pour aider éventuellement le lecteur, lui donner quelques clés pour l'accompagner, euh, mais pas non plus pour se substituer à lui. Parce que vraiment, dans la poésie, le lecteur, plus que dans le roman, il est co-auteur, enfin, il est contributeur du sens, Euh, tu vois. Après, on va parler du poète et de la figure de poète qui se construit dans le recueil. Mais avant, je voudrais revenir sur la matérialité aussi de la page, parce que c'est aussi ce qui fait un recueil de poésie. Et alors, il y a plusieurs choses qui frappent. Alors, évidemment, il y a le fait qu'il y a un rapport à la page aussi, au blanc et à la mise en page. Le poème s'écrit aussi par tout ce qu'il y a autour. Bon, on pense à André Dubouchet qui a beaucoup joué avec ça, évidemment, mais sans rentrer là-dedans, qui est une question qui pourrait se poser pour tout le monde, il y a deux choses qui frappent. La première, c'est ce fil en bas de page, le fait qu'il y a des mots ou des segments de phrases, etc., qui sont là, et dont parfois on se dit que c'est l'incipit du poème. Pour le poème 1537, j'ai ouvert au hasard. Hein. Ouais, ouais. Si tu étais moins lâche aussi, c'est en effet la phrase que l'on retrouve dans le fil en bas. En revanche, pour le poème d'à côté, donc le 1538, une margelle et une putain renvoie bien sûr au poème, mais là à l'avant-dernier vers. Et donc, est-ce que c'est une autre forme de recueil qui s'écrit là dans ces... Est-ce que tu peux en parler? Oui, bien sûr. Je me suis posé beaucoup de questions. Ouais. Alors, en fait, la forme de premier mille et deuxième mille, elle m'est apparue d'une manière carrément, enfin, tu vois, immédiate quand j'ai commencé ce travail, donc il y a maintenant, il y a longtemps, quoi, il y a plus de 10 ans. Euh, dès le départ, j'ai su comment les choses allaient s'organiser. Je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire, comment j'allais écrire, mais ce que je savais, c'est qu'il y aurait 2 poèmes par page, qu'ils seraient numérotés en haut, et qu'en bas de page, il y aurait la reprise d'un des vers en gras, c'est toujours un des vers du poème en gras, qui est pour moi le titre du poème. D'accord. Le titre est en bas. Alors, je pense que quelque part, ce principe de mise en page avec un titre en bas, après réflexion, c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Georges Bataille. Je l'ai là en plus, ça tombe bien, je n'avais pas prévu. Chez Georges Bataille, il y a un texte qui s'appelle Le Mort, qui a été publié chez Pauvert dans un joli emboîtage, genre cercueil, comme ça, noir, de deuil. Et en fait, il y a des petits paragraphes, des petits chapitres très courts, avec en fait le titre du chapitre en bas de page. D'accord. Voilà. Et je pense que c'est un peu une réminiscence de ce texte, hein, qui m'a donné l'idée de numéroter les poèmes et de les titrer en reprenant un vers en gras en pied de page. Euh, mais ça veut dire aussi que, en fait, ça donne le sentiment on est bien segmenté. Or, quand je lis, quand il m'arrive de lire des extraits de premier mille ou deuxième mille, je lis en général des séries. Hein. L'idée, c'est toujours le flux.
Et donc, évidemment, je lis la continuité. Donc, la continuité, aujourd'hui, elle est d'autant plus flagrante qu'il n'y a plus de capital en début de vers et plus de points en fin de segments de poèmes. Et donc, je lis la continuité. Et donc, le titre et le numéro Voilà. disparaissent. Oui, bah, c'est ce que Voilà. tu as fait tout à l'heure d'ailleurs. Mm. Voilà, voilà. Et là, dans ce travail-là, on se rend compte qu'il y a un côté un peu, alors on retrouve le corset, mais si on feuillette comme ça de manière un peu rapide, on se rend bien compte qu'il y a un côté un peu obsessionnel où tous les poèmes, les mots apparaissent corsetés et rangés comme ça. Il y a une sorte de, comme s'il y avait aussi cette volonté, quand on feuillette, je m'en rends compte maintenant, et c'était pas forcément pensé, c'est que à travers ce travail, il y a peut-être la volonté d'essayer d'échapper au désordre de l'existence, au chaos de l'existence, et d'arriver à organiser le chaos. Voilà. Toujours Mm. cette idée d'organiser. Et c'est ça le verbe. Le verbe, c'est l'organisation, enfin, au niveau mythologique, c'est l'organisation, au niveau du mythe, c'est l'organisation du chaos. Et la poésie, par ses contraintes, c'est vraiment de l'organisation suprême, enfin, quelque part. Ouais. Et alors, la deuxième question que je me posais sur la forme, mais tu y as déjà en partie répondu, c'était la question des diptyques, puisqu'il y a 2 poèmes par page. Et moi, je me demandais si c'était une contrainte éditoriale, c'est-à-dire faire passer un recueil de 1000 poèmes en 500 pages. Mais du coup, s'il y avait une réécriture pour que les 2 poèmes côte à côte euh, et en vis-à-vis d'ailleurs, puisque du coup, quand on ouvre, évidemment, on en a 4 sous les yeux, sauf pour la première et la dernière page. Donc, s'il y avait eu une forme de réécriture pour organiser tout ça, mais tu viens de dire que tu les avais pensés comme des diptyques. Donc, Oui, alors c'est ouais, vrai, mais il ne faut pas me demander pourquoi. Je sais foutre rien en fait. J'ai d'accord. eu cette image dès le départ. Mm. Et je crois que ça doit renvoyer peut-être à des. Alors, j'ai une chose qui me vient en tête tout de suite. Il y a certains livres euh, qui sont publiés sur 2 colonnes, Oui, tu vois. oui, Et notamment, moi, si je me réfère à mon enfance et au premier, un de mes premiers chocs poétiques, ça peut paraître bizarre, c'est la Bible. Il y avait une Bible qui traînait dans un placard dans ma chambre d'enfant. Et moi, j'ai lu ça enfant, j'ai lu des passages comme ça, pas du tout comme un livre, comment dire, religieux, mais vraiment, je comprenais rien à ce que je disais. Et c'était pour moi, ça a été le premier choc poétique. Et ce qui me plaisait beaucoup dans ce livre, je dois l'avoir quelque part d'ailleurs, je dois l'avoir quelque part, cette édition, euh, elle est, je crois, sur 2 colonnes. Tout ça n'est pas réfléchi, mais à un moment donné, tu sais, j'ai une vision comme ça sera comme ça, mais j'en sais pas plus et je vais avancer. Et je ne sais pas où je vais, je ne sais toujours pas où je vais. Tu vois, le troisième mille m'amène ailleurs, la forme évolue lentement, mais elle évolue. Mais je sais pas où je vais. Quoi. C'est les questions qui sont intéressantes, c'est pas les réponses. Hein. oui, 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 Le bien but, sûr. c'est d'avoir des réponses toutes faites. Ce qui est intéressant, c'est de se poser des questions et une question en appelant systématiquement une autre. Voilà. Et c'est un peu ça aussi avec premier mille, deuxième mille, c'est que tout ça m'interroge, tout ça me pose des questions sur l'écriture, mais j'ai pas de réponse, mais j'avance. Mm. Oui, et c'est d'ailleurs enfin, le grand centre irradiant de ce recueil, c'est la question de l'écriture. Comment on écrit, pourquoi, pour dire quoi. C'est-à-dire, il y a aussi cette image qui est très forte dès le début d'une enveloppe qui contient comme des archives illisibles au feutre rouge. Et, et on a cette image du recueil qui est peut-être le déploiement de cette archive illisible que tu rends lisible. Mais tout ça, c'est des pistes, c'est des possibles. Et je crois que s'il y a bien quelque chose qui peut définir ces 1000, donc le premier, le deuxième, pour l'instant, c'est vraiment d'être aussi
un processus de création qui s'interroge sur ce propre processus, mais qui le produit et qui produit de ce fait ce recueil organique. Et alors, bon, peut-être mon avant-dernière question, même si la dernière, tu as déjà en partie répondu, mais euh, il y a, et c'est très fort dans ce recueil, euh, la production du pronom personnel qui s'exprime. Un recueil poétique crée le personnage du poète, en fait, par lui-même, enfin, comme ce qui sort de cet organisme. Et ici, ce qui est extrêmement frappant, c'est que le jeu apparaît à travers les mots des autres, on l'a dit, à travers des influences, à travers ce qui le traverse. Et peut-être que le pronom personnel le plus important du recueil, c'est le tu. Ce je, cet autre. Je, cet autre, c'est le tu, d'une certaine manière. Euh, Pourquoi ce tu? C'est une manière de, de, de dire cette altérité fondamentale en soi aussi. Alors, pourquoi le tu? En fait, il y a plusieurs éléments de réponse. Le plus évident, c'est sans doute un refus du jeu, en tout cas de l'hégémonie du jeu. Et quand je parle de ça, je fais toujours référence en gros à la même chose. C'est Walt Whitman, tu sais, avec le chant de moi-même. Oui. Parce que l'idée, c'est pas à travers ce travail de me chanter moi, c'est de chanter tout ce qui me traverse, c'est aussi de chanter les autres. Et ce tu, c'est indifféremment moi, peut-être, mais ça peut être des fois, c'est quelqu'un d'autre. Des fois, il désigne ce tu quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, le tu renvoie aussi, je pense, à une idée un peu différente, qui est en fait de se sentir étranger à sa propre existence. Là, je suis en train de terminer un nouveau roman et qui est axé vraiment sur cette idée-là, sur cette idée de quelqu'un qui, est, qui échappe, enfin, à qui sa propre existence échappe. Euh, voilà, avec une idée qui est un peu l'idée de la nue propriété. C'est comme si, tu vois, je suis le nu propriétaire de mon existence, je n'en ai pas l'usufruit. Et donc, ça rejoint l'idée de vide, etc., etc. Donc, voilà pourquoi il y a ce tu qui traverse le travail. En plus, c'est une façon, je pense, peut-être une porte ouverte qui permet au lecteur, c'est une autre façon de tirer le lecteur par la manche et de lui permettre de mieux s'approprier les mots et de se glisser lui-même dans le corset du poème et de s'approprier les mots. Peut-être, hein, c'est peut-être aussi ça. C'est lui qui parle aussi, tu vois. Oui. Et puis l'idée du jeu hégémonique, oui, m'emmerde un peu quand même. Peut-être après tu vas nous lire des Oui, textes, mais donc la question, la dernière que j'avais prévue, mais qui était en quelque sorte appelée par un vers du premier poème, donc poème 1001, Tu ne oui. peux pas t'arrêter. Et évidemment, c'est un deuxième mille et pas un second mille. Donc, est-ce qu'on peut imaginer, tu parlais d'un troisième mille qui est en gestation ou en écriture, est-ce qu'on peut imaginer donc que ces mille vont t'accompagner comme ça jusqu'au bout, en fait, comme une forme de les travaux et les jours ou de journal laboratoire, de, 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 une manière de consigner aussi le rythme de ces jours. On en parlait avec la citation en exergue, mais voilà, pour toi, c'est une forme qui va t'accompagner. Alors, dans l'absolu, enfin dans l'idée, dans l'idéal, c'est ce travail, j'envisage de le mener jusqu'au terme de mon existence. Mmh. Donc je me souhaite, disons, dans un premier temps, un troisième mille, hein,
en sachant que, si tu veux, j'ai mis 7 ans à écrire à peu près deuxième mille, mais je ne sais pas combien de temps je vais mettre à écrire troisième mille. Aujourd'hui, j'en suis au quart, à peu près, et je vois bien que dans la façon de travailler, elle est différente, tu vois, parce que c'est de plus en plus lourd, Mmh. et il y a de plus en plus de doutes. Ouais. Et de plus en plus la volonté de ne pas me répéter, de refaire, mais d'avancer, mais comment avancer. Et donc j'ai des périodes des mois entiers où je n'écris pas. Enfin, en tout cas, je n'écris pas, je n'avance pas dans ce troisième mille. Mmh. Donc voilà, j'avance maintenant par à coup. Pour te donner une idée, là, lors du premier confinement, j'ai écrit 100 poèmes. J'ai écrit Ah 100 oui. poèmes, une série sur des photos, ce que j'avais jamais fait. Là, je travaille souvent à partir de textes. On parlait d'Emily Dickinson, on parlait du Viking, on parlait de Stakeville West. Mais là, j'ai travaillé autrement. J'ai travaillé à partir de photos qu'on ne verra pas. Voilà. Sur un territoire qui est le territoire de mes origines, Ouais. voilà, qui est un territoire qui est en train de partir faire des friches industrielles. Je me dis, je vais essayer de mener à bien ce travail. Ça m'accompagne, c'est une sorte de journal, plutôt une sorte de laboratoire. Le mot que tu as employé de laboratoire me paraît juste. Ça me permet à la fois de réfléchir sur ce que je suis en train de faire, sur ce que je suis en train de vivre, sur comment les choses évoluent. Ça me permet de fixer les choses parce que je n'ai pas trouvé d'autre façon d'écrire un journal, sans doute.